aujourd'hui les gars, j'ai envie de vous parler de What If. Et en plus aujourd'hui on a Paul avec nous qui est un fan de Brandon Roy. Et du coup, Bonjour Paul. Ouais, bonjour. salut Paul. Bonjour. Et, euh, et en fait, bah voilà, tu vois, on parle de Brandon Roy et en fait, ouais, Brandon Roy, Grant Hill, ces deux mecs-là, en fait, quand on y pense, c'est vraiment des what if, même si Grant Hill a fait une carrière quand même longue en termes de saisons, c'est quand même des what if. Ouais. J'aimerais d'abord, Paul, ton avis sur. Parlons-nous un peu de tes sentiments pour Brandon Roy d'abord, avant qu'on rentre dans leur carrière. Il va verser Alors une moi, larme. les sentiments, je sais pas si Black on a déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment une personne qui m'a fait regarder les Portland Blazers de plus près, parce qu'en fait, moi, je suis un très grand fan des Celtics. Donc, c'est un gars quand même, quand il est arrivé dans la ligue, il avait l'air effortless, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, tu avais l'impression qu'il forçait pas, tout était fluide. Même là, il y a des anecdotes comme quoi Kobe disait si j'avais un choix entre Brandon Roy et Kevin Durant, le plus dur à défendre pour moi c'est Brandon Roy parce il est vraiment complet. Et franchement, c'est vrai quand tu regardes les images, tu te dis putain, le type, sans forcer quoi. Il est C'est vrai. tranquille, il gère les possessions. Même là, les premières saisons, tu vois que la sélection du shoot, tout ça, il est vraiment au top. Donc vraiment, ouais, pour moi, c'est un gars. Toi aussi, Il faut même si t'as arrêté de jouer, t'as envie de rejouer quand tu regardes les vidéos, quoi. Tu dis, bon, allez, je vais remettre tes baskets et je vais me remettre sur un terrain, quoi. Parce que ça donne envie, quoi. Non, Franchement, c'est vas-y, sûr. Vladimir. Vladimir, c'est comment toi, Ah, Brandon Roy? Brandon Roy, ouais, non, j'adore aussi. Et c'est très bien résumé par Paul, c'est que ouais, quand tu regardes jouer Brandon Roy, en fait, c'est la facilité incarnée, ce type-là. En fait, il ne force absolument rien. Malheureusement, il a eu une carrière quand même très courte, hein, ouais. avec ses soucis de blessure. Bon, on reviendra un petit peu plus tard sur le Mhm. sujet, mais c'est quelqu'un, oui, qui était fait pour avoir une énorme carrière, voire pourquoi pas même par la suite devenir, avoir une carrière aussi grosse qu'un Hall of Famer. Bon, Mhm. malheureusement, voilà, il y a eu des pépins physiques qui ont fait que, et Pas ce n'importe quel qui est, pépin physique. ouais, et en plus, c'est pas n'importe quoi qu'il a eu, et un qu'on peut mettre aussi en parallèle sur ce type de carrière, même s'il a eu une carrière beaucoup plus longue, qui est un certain Grant Hill, qui était Ouais, aussi voué à devenir à l'époque le futur Michael Jordan. c'est ça, exactement. Ah, Mister Nice Guy, comme il l'appelait. C'est ah, ça, c'est vraiment un gendre idéal. C'est le de gendre idéal. malade. Mais du coup, moi, j'ai envie de commencer. Bah, on va commencer avec Brandon Roy. Brandon Roy, hein, il fait son lycée au Garfield High School. Ensuite, après ses lycées, il considère d'aller en NBA. C'est un objectif, mais il va reconsidérer Ouais, ça. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était une époque où il y avait des problèmes de compréhension de lecture. Et, il avait du mal à comprendre les textes qu'il lisait. Et du coup, pour rentrer en NCAA, tu dois passer un test qui s'appelle le SAT. Et du coup, Les SAT, c'était ouais. très handicapant. Si ouais. tu es mauvais au SAT, tu peux pas rentrer en NCAA. Et il paraît qu'il a dû passer 4 fois pour rentrer en NCAA. C'est 4 fois. ça. C'est Ouais. ouais, le SAT, donc, qui est l'équivalent en fait, hein, du bac pour le lycée aux États-Unis. Et oui, oui, il Mhm. avait de très gros soucis. En fait, il avait pas, on va dire, de soucis entre guillemets particuliers à l'école, mais c'était surtout qu'il avait des problèmes de compréhension suite à la lecture. Et en effet, il mettait beaucoup plus de temps que les autres pour faire en fait pour faire ses devoirs suite à ce qu'il a lu. Mhm. Donc, c'est ce qu'il a dû en effet repasser à plusieurs reprises pour pouvoir rentrer dans les prérequis scolaires imposés par les NCAA. Et c'était pour ça, dans un premier temps, qu'il avait décidé de s'inscrire directement à la draft parce qu'il savait que potentiellement, il ne pouvait pas rentrer dans les prérequis voilà, de la ligue universitaire. D'accord, ok, ok. Ouais, en même temps, il a bien fait parce qu'après, je pense que ça aurait été pour lui un handicap. Parce que si, je pense que c'est des ligues où ça va très vite. Donc, Mhm. s'il se rend compte qu'il a déjà un handicap au départ, je pense qu'il va mettre toute chance de son côté quoi, pour réussir. Donc, Non, non, Mais je c'est pense sûr. que ça lui a fait du bien. J'en prie, Vladimir.
Non, en fait, le seul truc, oui, tellement qu'il est bon. Ça, par contre, c'était quelque chose qu'il avait pu anticiper, notamment sur le fait qu'il ne puisse pas intégrer un programme universitaire. C'est qu'à côté, il bossait. Il bossait en parallèle de ses études, donc au Ducks de Seattle, en tant que nettoyeur de Waouh. conteneurs, pour pouvoir s'assurer en effet un salaire si des fois la piste sportive s'amenait à devenir un échec. Ouais, il avait déjà les pieds sur terre, quoi. Grave. Mais en tout cas, la NCAA, ça lui a fait du bien parce qu'en plus, il fait 4 ans d'NCAA, hein, il n'en fait pas que une ou deux. En Ouais. général, c'est la norme d'en faire une ou Mm. deux. Et il en fait 4. Il fait tout son cursus NCAA. Et au final, ça a été bien parce qu'il est arrivé en NBA, déjà NBA ready. Toi, Paul, qui kiffe ce joueur, tu la trouves comment dès ses premières saisons en NBA? Enfin, même dès sa première saison. Ouais, non, mais comme tu dis, hein, il est vraiment arrivé NBA ready et je pense que il a écouté les conseils des conseils des personnes à la fac. Il a dû dire, ok les gars, moi j'ai envie de durer dans le business, autant me donner toutes les chances, quoi. Autant y aller avec tous les outils et être prêt à répondre à la demande. Donc je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs qui, je pense, ne font pas cette réflexion sur le long terme et qui pensent plus au cash flow que à la durée. Donc c'est vrai que pour le coup, bien le a pris. Hein. On sent l'entrepreneur qui parle. Quoi. Non, c'est même pas l'entrepreneur. Le cash flow, des termes de trésorerie. Voilà, le trader. Mais ouais, je pense qu'il a bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme tu l'as dit, qui pensent au gros chèque sans se dire que derrière, si t'as pas un plan B ou une solution de reprise, c'est dur, quoi. Non, c'est vrai. compliqué. Et là, tu voulais nous parler de la draft? La draft, donc voilà, donc il fait ses 4 années à l'université, hein, donc il reçoit plusieurs titres individuels, hein, comme le Pac-10 Player of the Year, le First Team All Pac-10, bon voilà, il rentre dans pas mal de catégories, il a d'ailleurs son numéro qui sera retiré par la suite aussi aux Huskies de Washington, et donc choisi numéro 6, donc de la draft 2006, par les Bulls, par les Wolves, pardon, échangé immédiatement pour les droits de Randy Foye, qui a été drafté par les Blazers. Donc voilà, donc c'est quelque chose, voilà, encore un mauvais choix des Wolves, hein, au passage. Mais c'est pas les seuls, hein, t'inquiète pas. Aussi Portland avait cette réputation d'être un mauvais drafteur. Il y a plus de réputation, il y a carrément la malédiction, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont drafté qui avaient un haut potentiel et qui ont fini dans les bas-fonds. Des grosses blessures, Sam Bowie, Greg Oden. Et je crois qu'il y a même un mec qui s'appelle Larue, j'ai vu. Larue, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Le mec qui s'appelle Larue. Moi, il y a un mec qui s'appelle Larue, je le draft pas. Hein. Tu sais dire qu'il est L, apostrophe, A, minuscule, R, majuscule, rue, genre la rue, genre comme si c'était le mec qui s'appelait l'avenue. Moi, je le draft pas. Ah non, c'est la rue. T'as lui, t'as des mecs comme Greg Oden aussi, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu aussi un peu cette malédiction. Même des joueurs qui étaient performants, hein, parce que je crois qu'il y a Walton aussi là, au Blazer, et après qu'il ait joué au Blazer, il a eu des problèmes de santé aussi. Donc, même des joueurs qui étaient compétitifs, on a l'impression que la franchise leur met un coup dans la nuque, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Mais voilà, il y a vraiment une mauvaise gestion, peut-être, une mauvaise gestion de santé ou de staff, mais en tout cas, ils sont reconnus pour ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, Brandon Roy, hein, c'est un peu une éclaircie dans cette draft 2006. Je vois des noms. Bon, Andrea Bargnani qui est drafté en premier. Il y a beaucoup d'imposture. Il faut appeler un chat. Il y a beaucoup d'imposture. Ah oui, à part la marque, il y a Adam Morrison, Tyrus Thomas, Sheldon Williams. Hein. Sheldon Williams, j'ai plus vu en proie qu'en NBA. Grave. C'est ça. Mais il y en a beaucoup. Hein. Moi, quand je vois la liste, là, il y a des joueurs que je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Honnêtement, des René Carnet. Il est devenu René Carnet, c'était un bon dunker, lui, par contre. La 2006, elle est médiocre quand même, hein, la draft 2006. Mais Morrison Adam.
Sheldon Williams, 5e Sheldon. Mais je crois que Nanterre a tabassé Sheldon Williams en playoff de Pro A. Oh, oui. Il joue à Chalon quand Nanterre bat Chalon en demi-finale de playoff, il me semble. Je crois que oui. Avec Blake Shield. Non, mais les mecs qui sont fait taffer par Joe Passav Ductail. Non, ça c'est clair, c'est des coupeurs de citron. Il faut appeler un chat un chat. Des mecs qui coupent des citrons. Ils sont là, l'habitant, t'as besoin d'un citron pour ton jus, ils mettent citron dedans, quoi. Mais, c'est sûr que la draft 2006, elle est loin d'être. N'empêche, elle se tape pas mal avec la draft 2000 que Samuel adore autant. Ah, mais lui, il la kiffe cette draft. Il fait le mec qui la charrie, mais il la kiffe. Je te jure. Bon, revenons un peu à nos moutons, là, du coup. Donc, première saison de Brandon Roy, en fait, ça prouve clairement que voilà, il est passé 4 ans à l'université, qu'il est complètement prêt. Le gars est quasiment à 17 points, un peu plus de 4 rebonds, un peu plus de 4 passes. Pour un arrière, pour sa première année, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Le gars est prêt, quoi. Ah, il est prêt, il est prêt. Il est prêt. Et en plus, quand on dit qu'il est NBA ready, c'est pas uniquement des stats. Hein. Il y a des personnes qui ont fait 17 points de moyenne, mais ils n'étaient pas si NBA ready que ça. Mais en fait, lui, c'est dans la façon dont il joue, dans ses prises de décision sur le terrain, sur la gestion de sa saison, tu sens que le mec, il est prêt au très haut niveau. C'est exactement ça. Vraiment. Et c'est vrai que tu te dis, c'est un mec, il sort de nulle part et il tient les rênes de son équipe, quoi. Mais vraiment, le meneur de jeu qu'on aime avoir, le mec sur qui tu peux compter, dès qu'il y a un pépin, totalement. Il trouve une solution, quoi. Donc, clairement. En plus, les Blazers sortaient de la période Jay Blazers, donc il y avait besoin de se renouveler. Et là, avec Roy et Aldridge la même draft, ils avaient vraiment, en tout cas, ils ont été gâtés sur cette draft. Et justement, on oublie de le préciser, ça souvent quand on parle de lui, c'est qu'il a redoré un peu cette image des Blazers, parce qu'avant, on s'en foutait des Blazers, on pensait aux prisonniers, on pensait aux mecs qui prenaient du crack, des mecs chelous. Au combat de chien. Sugar et Hollywood. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu revois les images des Jay Blazers, tu te dis, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait, les types? C'est incroyable. C'est de ouf. Et du coup, je ferai pas la blague de Leroy pour Brandon Roy, même si je la fais sans vouloir la faire. Mais bon, il est rookie de l'année. Facile. Elle est trop, non mais vraiment, elle est vraiment trop facile celle-là. Et du coup, première saison, il est rookie de l'année. En plus avec des bons pourcentages, 46% au shoot et 38% à 3 points. Déjà impactant, on voit déjà l'étendue de son jeu. Très bon mid-range, il a un très bon mid-range. Ça, il faut le dire. Non, mais vraiment, il est déjà développé, contrairement aux autres, là, aux zigotos qui ont été draftés devant lui. Et du coup, deuxième saison, c'est statment, Vlad. Ouais, ça monte complètement et directement, il arrive sur la case All-Star. En fait, il n'y a même pas de débat possible sur sa non-sélection. 74 matchs sur la saison, il est quasi à 20 points, plus de 6 passes et en plus, toutes ses moyennes montent. Donc non, et puis les résultats de Portland sont au rendez-vous, donc c'est purement logique. Exactement ça. C'est vrai que je pense qu'ils se sont dit, on a tiré le bon lot là. Pour toutes les fois, on a tiré la mauvaise paille. Là, c'est bon. On a fait le bon choix, quoi. Oh, carrément. Et en parlant de bon lot, si on passait un petit peu à notre second protagoniste. Ah, Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Grand Hill. Non, c'était quelque chose lui aussi. Ouais. Non. Moi, j'ai revu les vidéos tout à l'heure là pour me remettre dedans là. C'est incroyable. Hein. Franchement, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Détroit. C'est incroyable. Moi j'ai revu les vidéos là. Le mec, ce qu'il faisait, c'est du sale. Hein. Parce que si t'es quelqu'un qui a commencé à suivre la NBA lorsqu'il était à Phoenix. En fait, tu te dis à aucun moment qu'il aurait pu être le joueur qu'il était à Détroit. Tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. Il peut pas. Ce Grant Hill de Phoenix, il ne peut pas être ce Grant Hill qui a été à Détroit. C'était pas le même joueur. Même si à Phoenix, il a eu des des petits dunks par-ci par-là.
des petits dunks ou des retours en arrière où les gens se disent ah ouais, quand même, c'est Grant Hill quand même. Il met des bâches à des gens, tu penses qu'il va se faire docker dessus, mais en vrai, il bloque les gens mal et Ouais, il met des tomards vénères sur les gens. Les gens oubliés, ils ont dit ah ouais, c'est vrai, en vrai, Grant Hill, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Il connaît quand même. ah ouais, parce qu'il a mis des dunks. Mais en plus, c'est pas sur n'importe qui, sur des grands gaillards, hein, des C'est mecs, ça. des gaillards, des mecs, Il y a Alonso c'est des Mourning, meubles, hein. des Il a dunké sur des meubles. Mutombo, Les mecs à gros bras. Mais ça. 2 fois sur des mecs comme Mourning, il a dunké 2 fois sur Mourning et salement. Mais salement, hein. Salement. Donc, incroyable. Non, c'est sûr. Bon, si on fait vite fait un peu la rétrospective de Grant Hill, donc fils du footballeur américain Calvin Hill, donc originaire du Maryland, qui va complètement surnager. Je parle bien de Grant Hill, du fils, qui va surnager donc à South Lakes, donc en Virginie, à Reston, avec son équipe, tout simplement. Il est Virginia Mr. Basketball, il est All-American. Voilà, c'est sur 90, c'est lui le grand cru. Et on sait que c'est le prospect absolument à suivre. Et qui va accepter d'entrer donc pour le programme de Coach K, de Match Krzyzewski, pour Duke, sachant qu'à l'époque, sa mère souhaitait qu'il aille à Georgetown et que son père aille chez l'ennemi à North Carolina, à Chapel Hill. Donc ça a été un petit peu source de conflit à l'époque, mais au final, voilà, il s'en sort très bien. Double champion NCAA, sans compter tous les titres individuels qu'il a pu recevoir durant son cursus universitaire. Pas mal. Et à l'instar de Roy, il fait aussi 4 saisons NBA, comme quoi faire des fois 4 saisons NBA, ça paye. Hein. Attention, NCAA, pardon. NCAA, ouais. Tout ce qui est fait sur la durée, ça paye. Si tu prends le temps, si tu fais le truc sur la durée, ça paye. Après, il y a des gens qui sont prêts tout de suite. Tu vois, des gens comme Kobe, comme Kevin Garnett, qui sont prêts tout de suite. Mais il vaut mieux prendre son temps pour faire des choses bien. Voilà, tu peux avoir des mecs après derrière, comme Tim Duncan, par exemple. Aussi. C'est ça. Lui a fait quoi, 3 saisons, Tim Duncan? Il a fait les 4, je crois. Il a fait les 4, je crois, à Wake Forest. Ouais, il a fait les 4. Voilà, ça paye des fois. Ça paye même très souvent. Brogdon, Brogdon, je le dis maintenant, Brogdon, il fait 4 saisons. Arrête de vouloir nous caler des mecs qui ont joué à Milwaukee, putain. 4 saisons, Brogdon. Et aujourd'hui, il est fort, aujourd'hui. Et même, par contre, c'est vrai qu'il est bon. Il est bon. Non, mais parce qu'en fait, c'est aussi un mec qui est arrivé avec 4 années NCAA et qui arrivait déjà prêt pour le monde de la NBA. Hein. Il en a dans la tête. Et du coup, mais on oublie ça quand tu parles de la tête, parce que souvent on parle de la capacité sur le terrain à mettre des paniers, quoi que ce soit, mais la capacité mentale, je pense que si tu veux faire une carrière longue, c'est l'argument majeur. Totalement d'accord. Parce que c'est vrai, hein, le NBA Ready, c'est pas que physique, ça s'applique aussi au mental, parce que c'est 82 matchs dans une année. Il faut savoir gérer un calendrier. Quand tu sais pas gérer quand tu n'as pas jamais fait une saison à 82 matchs, tu ne sais pas comment gérer ça. Et du coup, ça demande des grosses ressources mentales pour pouvoir le faire. Et du coup, quand tu fais 4 saisons, en général, tu peux le faire. Et lui aussi, encore à l'instar de Brandon Roy, première saison, il est rookie de l'année, co-rookie. Co-rookie de l'année. Et en plus, avec une particularité sur sa première saison, c'est qu'il est sélectionné au All-Star Game avec le plus grand nombre de votes. Ouais, et je crois que pour un rookie, ça s'est jamais arrivé. Je crois même maintenant, d'après ce que j'ai vu. Mais il y avait une énorme hype, c'est là que tu te rends compte, il y avait une énorme hype sur le joueur parce que comment tu vois physiquement, il a pas le physique du mec hype, tu vois. Genre le mec, tu sais quoi, c'est qu'il est oubré, tu vois, c'est les mecs qui physiques ça passe, tu vois. Mais c'est ça, mais Grant Hill, tu lui mets un costard, c'est un homme politique. C'est un Barack Obama, le type. Mais oui, genre, il est là, tu vois, il écrit gouverneur, quand il parle, je crois, il écrit gouverneur de l'état de l'Arkansas, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, en plus, ses parents étaient très amis avec Bill Clinton, je crois, en plus. Ah oui? Ouais, ils étaient. Je crois, si je dis pas de bêtises, en plus, je crois que c'est George Eddy qui raconte ça lors du All-Star Game 97 à Cleveland. Il disait justement que la famille Hill avait de très bonnes relations, c'était même de très bons amis de la famille Clinton. Ok. Bon, c'est pas surprenant parce que vu comment ils étaient lisses, ça passe partout. Hein. C'est ça. Et du coup,
Paul, tu es chaud pour parler de ces saisons à Détroit? Ben écoute, les choses à Détroit, je pense que grâce à Joe Dumars et consorts, ils ont quand même réussi à faire des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que je pense que la franchise se disait, bon, on va attendre trop longtemps pour être performant avec lui. Et en plus, je crois qu'il voulait un gros salaire. Donc, plus l'épisode de la blessure Ouais. avant les playoffs, Mhm. ils se sont dit, bon, c'est compliqué, on a un mec qui est costaud, mais est-ce que ça peut être une monnaie d'échange pour récupérer autre chose de plus balèze? Allez, on va essayer de voir ce qu'il y a sur le marché. Et c'est vrai que Orlando, ils proposaient un gros salaire. Et ils ont fait un sign and trade pour le récupérer et envoyer voilà, c'est qui il y en a un Et deuxième, Chucky Atkins. voilà, Chucky. Chucky pour Chucky, voilà. Et malheureusement, la blessure qu'il a eue avant les playoffs, c'était pas une petite blessure. Donc c'est vrai que Ouais. pour le coup, Mhm. quand il est arrivé à Orlando, je crois qu'il a joué que quelques matchs. Je crois même 4 matchs, je crois, si je C'est dis pas de ça. bêtises. Ouais. 4 matchs. Et malgré ça, il a quand même été voté au All-Star Game. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement. On se rappelait du grand fil de Détroit. On dit non, ce mec, même s'il est diminué, le gars, il est chaud. Il faut le mettre quand même dans la sélection. Il n'y a pas Ouais, moyen, mettez-le. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant pour l'époque. Ça veut dire qu'un mec qui a que 4 matchs, qui est sélectionné pour le All-Star, on dit attendez les gars, c'est quoi cette affaire? Il faut dire c'est non les ça. gars, le mec il est solide. Il a démontré depuis des années qu'il est solide, donc envoyez-le. Non, c'est Et ça. c'est Et vrai puis, que puis tu te dis, ouais, un duo avec Tracy McGrady, que c'est rêver de mieux? ça, Ouais. c'est ça. Malheureusement, ça peut pas pu avoir lieu, mais je pense que c'était l'idée, c'est-à-dire d'avoir un one-two punch comme on dit, qui fait mal à tout le monde quoi. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je crois il a pas joué carrément une saison entière. Il est C'est ça. revenu, mais voilà, c'était compliqué. Même là, dans les anecdotes, il dit carrément qu'il a failli y passer, il a eu des fièvres avec des Ouais. températures dont il n'a jamais connues. Donc voilà, même lui, en revenant, il a dit j'ai la chance de pouvoir rejouer au basket parce que Mm. quand on m'a annoncé ça au départ, moi je partais sur une fin, quoi. Boîte de garage, on ne fait plus rien, on regarde les gens à la télévision, on est content pour eux, mais voilà, quoi, sans plus, quoi. Non, Donc c'est ça. quand il a repris, il a joué, il était content, il n'était pas mauvais, mais moyen, quoi. Moyen, euh, essayer de rentrer dans le moule, quoi. Non, Mais c'est ça. Et le truc, c'est que Grant Hill, pour refaire rapidement, parce que c'est vraiment quand il arrive à Orlando que là, ça fait la grosse cassure sur sa carrière. C'est en effet où il enchaîne les blessures sur blessures à la cheville. 2000-2001, il se trouve avec seulement 4 matchs joués. Ensuite, la saison ouais, suivante, 14, puis 29. Et la fameuse saison 2003-2004 où il se trouve à 0 match joué parce qu'il a une grosse blessure donc à la cheville. Il se fait opérer en mars 2003. Donc avec une grosse opération à la cheville où carrément les chirurgiens ont dû refracturer sa cheville pour pouvoir la réaligner correctement ouais, avec son tibia. Et Incroyable. ouais, c'est incroyable. Et 5 jours après que la chirurgie ait lieu, voilà, c'est là qu'il commence à avoir une grosse fièvre, il monte à plus de 40 et il commence même à avoir des convulsions. Donc, il a amené en urgence à l'hôpital. Donc, comment dire, les chirurgiens retirent le pansement qu'il avait, etc. Et ils se rendent compte qu'il avait contracté un gros staphylocoque, en fait, ouais, qui était même résistant. C'était un staphylocoque doré résistant. Donc, du Ouais. coup, il pouvait y passer. Donc, il a été Ouais, obligé c'est létal. d'être hospitalisé voilà, pendant plus d'une semaine et être sous antibiotiques via intraveineuse pendant 6 mois. Je ne sais même pas si Putain, on mais se c'est rend ouf. compte du bordel, juste pour une petite infection, enfin, entre guillemets, une petite Ouais. infection nosocomiale. Ouais. Une c'est infection à la ça. cheville, Non, mais c'est incroyable hein, de se dire qu'une infection à la cheville, tu peux tomber pour ça. C'est Tu ça. peux tomber pour ça. Mais aussi,
en fait, ça marque aussi la cassure. En fait, ça marque une cassure avec le Grand Hill qu'on connaît jusqu'à cet épisode. Un Grand Hill qui était capable de dunker sur des gros gaillards comme De Sakana Diop, Mutombo, Mourning. Vraiment, genre, j'ai vu un dunk contre Phoenix où il met un cross à McLean et après il va dunker sur Miller. Mais c'est incroyable. Mais en fait, quand j'ai revu ces dunks, à chaque fois, je sursautais. À chaque dunk, je sursautais. C'est incroyable. Et aussi, sur les dunks, je me suis rendu compte quand même, il a quand même un physique. Quand même, il a été bien gâté par la nature dans le sens où il a des longs segments. Il fait un peu penser à Kawhi Leonard dans la façon des segments. Souvent, on le compare à LeBron James et à Scottie Pippen. Et même là, tu revois les vidéos. Quand tu arrives à secouer Scottie Pippen en 1 contre 1, c'est vraiment que t'es pas rigolo. Parce que tu vois des vidéos où il met des crosses à Scottie Pippen. Scottie Pippen, il va 1,5 m de l'autre côté. Hein. Donc, c'est vraiment pour te dire que il y avait du paquet. Pour le coup, il me fait plus penser à Leonard. Je sais pas pourquoi. Genre, il me fait plus dans le style un peu sobre. Il y a quand même une certaine sobriété et un physique avec des longs bras, une longue envergure et capable de dunker sur n'importe qui grâce à ses longs bras, tu vois. Là, il est peut-être un peu plus élégant et peut-être un petit peu plus aérien que Leonard. Mais oui, sinon, la comparaison est bonne. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a ce côté élégant qu'on retrouve pas chez Leonard qui fait un peu plus robotique, on va dire. C'est ça, exactement. Donc il y a ça. Ouais. Je crois aussi. Attends, j'ai juste noté un autre dunk. Attends, parce que il a dunké sur qui? Il a dunké. Ah oui, mais il a dunké sur trop de monde. Mais c'est un ouf, il a dunké sur Mutombo, mais que des mecs genre que des mecs lourds. Divac, non mais il est Divac aussi pareil, il a pris son grade. Tout le monde a pris son grade. Franchement, dans la peinture, quand il a placé ses appuis sur dribble cross là, une fois qu'il a enclenché le premier pas, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est complètement fini. Donc donc du coup, en effet, ça c'était la grosse cassure donc au niveau de sa carrière. Si on fait le parallèle pour revenir un peu sur Brandon Roy, lui aussi, grosse cassure. Pourtant, quand il était vraiment au sommet pour le coup, c'est un autre type de blessure qu'il aura eu, parce qu'en soi, c'est même pas une blessure, c'est carrément une maladie dégénératrice où ça va être de l'arthrose en fait, c'est de l'arthrite dégénératrice. Les maladies de vieux, ça il a une maladie de vieux. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est qu'on l'a relaissé quand même rejouer 1 semaine après son opération, Brandon Roy. Moi, c'est ça un peu, parce que ça a fait polémique aussi à l'époque. Le mec qui venait de se faire opérer, on aurait pu penser que pour un investissement, pour quelqu'un qui est investisseur, je pense que la NBA, le but, c'est de faire de l'argent. C'est-à-dire, on a une pépite, on va quand même la garder au chaud, histoire de prévoir pour les prochaines années, quoi. Et là, le mec sort de l'opération, 1 semaine après, ils le font jouer. Paul, ça coïncide avec ce que tu disais au début de l'épisode sur la gestion des rookies de Portland et sur leur état physique. Là, en fait, ça nous montre vraiment que Portland, en termes de gestion de ses joueurs, pas que des rookies, mais de ses joueurs au niveau de la santé, on voit qu'ils sont catastrophiques. Je pense que cet épisode est très révélateur de leur gestion, la gestion physique de leurs joueurs. Mais ça a fait polémique à l'époque. Moi, j'ai regardé les vidéos cet après-midi. Les gens se posaient des questions. Ils disaient, attendez, les mecs, ils viennent d'être opérés, vous le refaites jouer. On peut poser des petites questions, savoir s'il y a peut-être des effets secondaires, je sais pas, ça peut pas avoir une rechute. Donc, bien faire le suivi, essayer de faire en sorte qu'ils prennent bien son traitement, qu'on fasse des tests, des paliers, comme on fait maintenant, c'est-à-dire des paliers, dire voilà, ça fait 1 mois qu'il s'est fait opérer, on fait quelques tests pour voir s'il peut faire des 3-3, des 5-5. Mais là, tout de suite, tu le remets dans le bain. Oui, après, tu as tout un processus où tu fais d'abord des exercices en contact et après, au fur et à mesure, tu commences à reprendre le jeu avec contact. C'est sûr que, oui, après, c'est tout un process. Et en plus, tu es dans une franchise NBA, ça, normalement, mais c'est juste leur dada, vu que maintenant, ils sont à fond sur tout ce qui est, en effet, process, tout ce qui est statistique, analytics, etc. Donc, tout est calculé. Et c'est vrai que, tu te dis quand même, dans les années 2000, c'était encore...
Ouais, c'était une autre époque. C'était les prémices c'était un peu le perfectionnement. C'était un peu, c'était un peu expérimental, on va dire entre guillemets. Ouais. Donc il y a ça. Bon, pour autant, il a quand même réussi à choper un contrat max en 2009 pour 4 ans, mais derrière. La daronne aux Bahamas. Hein. Voilà, la daronne aux Bahamas, c'est ça. Elle est plus qu'à l'abri, elle est au soleil, il y a tout ce qui va derrière. Et là, par contre, bon, ça commence vraiment à être les problèmes. Et là, légère déchirure au ménisque. Et là, ça va être vraiment la descente aux enfers par la suite. Ouais, mais je pense qu'il a accepté cette descente, contrairement à Brandon. Je pense qu'il a accepté de devenir un role player, de devenir quelqu'un qu'on met sous la table ou en mode pour protéger les pots où on met les fleurs, quoi. On le met en dessous pour que ça aille doucement, tu vois. Donc je pense qu'il a quand même accepté, même si c'est une descente aux enfers, il a accepté le fait que ça ne serait plus comme avant. Tu parles de Grand Hill, ouais. Je pense qu'il a accepté le fait qu'il ne sera plus comme avant. Parce qu'au départ, on était encore sur Roy, c'est pour ça. Ouais. Ah, excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Mais oui, bah après, la transition y est aussi. C'est que là, en effet, tu vas avoir. Voilà, c'est là que les parcours vont quand même bien être différents entre les deux. C'est que tu vas avoir Brandon Roy. Bon, lui, malheureusement, il n'y peut absolument rien. Il pouvait absolument rien. Il était cuit. En fait, il est cuit. C'est cuit. C'est ça, ses genoux grinçaient complètement et bah, il s'est retrouvé en fin de carrière à ne plus du tout avoir de cartilage au genou. Et dès que dès que ça veut plus. Alors que Grant Hill, lui, par contre, il a réussi. Et pourtant, il a connu aussi une phase de dépression suite aux multiples opérations qu'il a eues, etc. Mais il y a la franchise de Phoenix qui lui a quand même donné sa chance. Du coup, dans les années fin 2000, fin 2000, donc à partir de 2017, 2008, et là c'est réellement la rédemption en fait. Il signe pour 2 ans avec une player option sur la deuxième année et comme par hasard, voilà, ça y est, il commence à refaire des matchs. 70 matchs sur la saison 2007-2008, avec juste une absence de 2 semaines parce qu'il a eu l'appendicite. Mais après, en dehors de ça, il déroule complètement et en 2008-2009, il fait une saison complète. Un peu 10, mais le mec il a pris cher quand même quand il a tout. On dirait Samuel. On fait juste la varicelle, genre il chope la varicelle comme ça, tu vois, genre. Non, c'est trop. Ah non, mais il s'est bien réadapté. Hein. C'est là que tu vois que ça reste quelqu'un de quand même qui a quand même une certaine humilité d'accepter d'endosser de role player, hein, tu vois, il rejoint Nash, tout des meilleurs et tout. Il sait très bien qu'on va lui demander de défendre et de mettre des 3 points et quelquefois de faire autre chose. Voilà, il l'accepte et il sait très bien qu'il peut plus être le joueur d'avant et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Ouais. Et surtout en NBA, là où l'ego fait loi, il y a des joueurs qui seraient pas capables de faire cette adaptation et d'accepter ce rôle. Hein. Oh oui, il y en a beaucoup. Hein. On en parle souvent avec Vlad. C'est compliqué. Hein. Oui. Ah ouais, non, l'ego en NBA, ça fait des ravages. Mais après, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comme on discute souvent avec Vlad, la mentalité américaine, c'est vrai qu'elle est basée sur l'ego, mais c'est bon quand tu sais l'utiliser pour un propos et avancer et être compétitif. Et c'est à double tranchant quand tu sais pas te remettre en question et dire bon voilà, ok, là peut-être que je suis allé trop loin. Essayez un peu de mettre de l'eau dans mon vin. Essayez de me dire ok, là j'ai un peu déconné, on va essayer de remettre les choses en place. Et c'est vrai que bon, c'est comme je dis souvent, c'est la force de la faiblesse. Exactement. Et pour le coup, donc c'est la rédemption pour Grant Hill. Et en plus, il est dans des Suns qui sont aussi au top, avec de grosses campagnes de playoffs. Bon, je rappellerai pas celle de... C'était quand? C'était 2009 ou 2010 où Kobe, là, il les terrasse complètement. 2010. En 2010, hein, c'est ça. C'est finale de conf. Ouais, finale de conf. Ouais, finale de conf. D'ailleurs, il y a eu une bonne demi-finale de conf aussi contre les Spurs. Et voilà, et c'est là que tu dis, voilà, Grant Hill peut terminer tranquillement sa carrière. Bon, il re-signe. Hein. En fait, ce qui est marrant avec les Suns, c'est qu'il fait vraiment des petits contrats, des 2 ans, 1 an. Et ça y va jusqu'à 2012. Et il va terminer en fait sa retraite en 2013. Alors, bon, pour une fois, c'est pas chez les Knicks. C'est chez une autre équipe aussi. Au soleil. Qui aussi, bon, là pour le coup, qui est au soleil, mais qui
qui est la seconde équipe de Los Angeles, qui sont les Clippers. Dommage. Dommage. Mais en tout cas, on aurait pu y arriver au Knicks, merde. Ouais. En tout cas, il y a quand même pas mal de similarités entre les deux joueurs. En vrai, là pendant le podcast, enfin, je me rends compte qu'il y a vraiment des similarités entre les deux joueurs. Bien et les sûr, deux terminent sur. En fait, les deux terminent sur une très bonne note. Et après, il y a une petite mauvaise note qui se rajoute derrière. La très bonne note, c'est Phoenix pour Grant Hill. Et la petite mauvaise note derrière, c'est l'année aux Clippers. Et pour Brandon Roy, ça termine bien avec ce 4e carton incroyable contre Dallas. Et après, il a rajouté cette petite saison à Minnesota, tu vois. C'est ça, exactement. Il a voulu retourner à la base. C'est dommage. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres points, c'est qu'ils ont souvent eu des mauvais supporting cast aussi. C'est-à-dire que dans leur carrière, je pense que s'ils auraient voulu faire mieux, ils auraient été mieux accompagnés. C'est vrai que pour le coup, ils n'étaient pas très bien accompagnés, ça c'est vrai. Du coup, Vladimir, pour le mot de la fin, tu as quelque chose à exprimer? Tu as quelque chose sur le cœur? Moi, je me rappelle, alors je sais plus c'était sur qui exactement, mais le poster que met Brandon Roy sur, alors je sais plus quel joueur des Clippers, c'était je crois en 2008. C'est un 32 ou un 43 le maillot. Moi j'ai juste retenu le numéro, tu vois, mais. Non, entre ça, donc le fameux, oui bien sûr le fameux match contre Dallas où il nous fait un carton, mais juste un carton de folie. Même contre Houston, hein. Oui, contre Houston aussi. De toute façon, Houston, c'est un peu les putes de Portland. Faut dire ce qu'il y a. À chaque fois, il y a lui, il y a Damian Lillard aussi qui les élimine. Bon, bref, voilà. Il y a quand même des séries mythiques, entre Portland, sans parler bien sûr des duels à l'époque aussi dans les années 90. Mais oui, après voilà, il y a la fameuse performance face à Dallas qui est juste monstrueuse. Et voilà, il y a ça. Et Grant Hill, c'est quelqu'un que j'ai pas non plus énormément regardé, mais ouais, moi j'avais bien aimé, c'était le All-Star Game 97. Je sais pas pourquoi, c'est un All-Star Game moi qui m'a marqué et sur lequel il avait été très bon. Et en fait, c'était clairement à son image. C'était le mec qui avait toute une hype, mais le gars reste simple, comme s'il n'avait pas cette hype autour de lui, en fait. Et c'est vraiment ce qui résume en fait sa carrière. C'est un mec qui est surtout resté hyper humble. Le nice guy. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Hein. C'est pour ça que dans toute sa carrière, il a ce côté. Enfin, les gens l'apprécient beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait se la raconter pendant des années. Tu parles avec lui, tu parles calmement. Non, les gars, c'est tranquille, on a fait ça marche. Tu vois, ils pourront rajouter pendant des années, mais ils parlent tranquillement, comme si c'était un gars lambda, tu vois. Donc, je pense que les gens se reconnaissent là-dedans. Ils disent, voilà, c'est un mec qui pourrait se raconter, mais il a travaillé, il sait ce qu'il fait. C'est exactement ça. Pour toi, Rafik ? En tout cas, ouais, pour moi, en tout cas, ce sont pour moi déjà deux joueurs qui attirent la sympathie. Hein. Vraiment, c'est difficile de détester ces deux joueurs. Et surtout, et en plus, quand tu regardes leur carrière, t'as quand même une certaine tristesse. Il y a quand même une certaine tristesse qui est là parce que c'est pas des joueurs, en fait leurs blessures elles sont pas dues à une très mauvaise gestion de leur récupération, ce sont pas des fêtards, ce sont pas des mecs qui en tout cas de l'extérieur qui vont manger au McDo tous les jours, voilà, ils ont l'air d'être quand même des personnes plutôt droites et finalement ils ont pas été récompensés par rapport à ça. C'est un peu il y a un sentiment de tristesse pour ces deux joueurs, mais en tout cas, ils sont restés deux très forts joueurs.